Donc merci d'être venu pour ce 5e et dernier épisode sur le thème de la bombe atomique et début de la guerre froide. Aujourd'hui, je vais vous proposer un autre regard sur l'armement nucléaire avec celui de quelques scientifiques opposés à la bombe atomique. Titre de l'épisode, aperçu sur quelques engagements pacifistes, Joseph Rotblat et la naissance du mouvement Pugwash, le manifeste Einstein-Russell de 1955, Linus Pauling, lauréat des prix Nobel de chimie en 1954 et de la paix en 1962. Après 3 ans de travaux intenses et de développement industriel gigantesque dans le cadre du projet Manhattan, les États-Unis procèdent à leur premier essai nucléaire le 16 juillet 1945 dans le désert du Nouveau-Mexique. Il est réussi. Le président Truman décide d'utiliser cette nouvelle arme dans la stratégie militaire d'un bombardement intensif et meurtrier engagé sur le Japon depuis plusieurs mois. Le 6 août 1945, à 8h15, une bombe à uranium, surnommée Little Boy, est larguée sur Hiroshima. Elle fera de 80 à 100 000 morts et autant de blessés, dont beaucoup décéderont ensuite. 3 jours plus tard, le 9 août, la ville de Kokura est sous une couverture nuageuse et la bombe au plutonium, Fatman, est lâchée à 11h sur le second objectif, Nagasaki. La bombe est un peu plus puissante, mais en raison de la configuration de la ville, le nombre de victimes est plus faible, mais reste considérable, voire inimaginable, pour une seule bombe. Dès le bombardement de Hiroshima, le gouvernement américain informe largement la presse mondiale. Voici un exemple, il y en a beaucoup, le titre du New York Times du 7 août 1945. Alors, je vous le traduis. Première bombe atomique lâchée sur le Japon. Le projectile est équivalent à 20 000 tonnes de TNT. Truman avertit l'ennemi d'une pluie de ruines. Autre exemple, en France cette fois, avec Le Monde du 8 août 1945, une révolution scientifique, les Américains lancent leur première bombe atomique sur le Japon. Ou encore, alors là, dans un style moins retenu avec François, le lendemain, Radio Tokyo annonce Hiroshima ne compte plus un seul être vivant. La bombe atomique a brûlé à mort la ville qui n'est plus que ruine effroyable. Le 8 août, dans son éditorial du journal Combat, Albert Camus s'interroge sur cette exaltation pour l'émergence de l'ère atomique. Il écrit « Le monde est ce qu'il est, c'est-à-dire peu de choses. C'est ce que chacun sait depuis hier grâce au formidable concert que la radio, les journaux et les agences d'information viennent de déclencher au sujet de la bombe atomique. On nous apprend en effet, au milieu d'une foule de commentaires enthousiastes, que n'importe quelle ville d'importance moyenne peut être totalement rasée par une bombe de la grosseur d'un ballon de football. Les journaux américains, anglais et français se répandent en dissertations élégantes sur l'avenir, le passé, les inventeurs, le coût, la vocation pacifique et les effets guerriers, les conséquences politiques et même le caractère indépendant de la bombe atomique. Nous nous résumerons en une seule phrase, toujours Camus. La civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il va falloir choisir dans un avenir plus ou moins proche entre le suicide collectif ou l'utilisation intelligente des conquêtes scientifiques. Alors, je ne vais pas aborder tous les aspects qu'entraîne l'émergence soudaine et très brutale de la bombe atomique dans le domaine de l'information, de la politique et de l'éthique. Je vais me limiter aux réactions d'opposition de quelques scientifiques emblématiques. Que se passe-t-il avant Hiroshima ? Les travaux sur la bombe atomique sont secrets. La grande majorité des personnes qui travaillent sur le projet Manhattan en ignorent la finalité et ne le découvriront qu'après l'utilisation de la bombe. Seuls les principaux scientifiques et quelques militaires et hommes politiques connaissent les objectifs.
Beaucoup de physiciens et chimistes ont accepté de collaborer au projet Manhattan pour éviter que l'Allemagne nazie, c'est le pays où fut découverte la fission, 38-39, soit la première à disposer d'armes nucléaires. L'Allemagne capitule le 8 mai 1945, mais les États-Unis sont encore en guerre contre le Japon. Les travaux sur la bombe se poursuivent à un rythme élevé. Quelques scientifiques s'interrogent. J'en avais parlé au dernier cours de l'an dernier. Bon, c'est un peu loin, donc je reprends un peu quelques éléments de ce cours de l'an dernier. Sept physiciens et chimistes constituent sous la présidence de James Franck un comité des problèmes politiques et sociaux. Je vous rappelle qui était James Franck. James Franck est un célèbre physicien allemand de Göttingen. Il est prix Nobel 1925. En 1933, il avait démissionné de son poste en informant la presse allemande de son désaccord avec les lois de Hitler de révocation. Après différentes situations, il s'était fixé à Chicago en 1938. Il fait partie du projet Manhattan. On peut remarquer dans les signataires Léo Szilard, dont je parlerai à plusieurs reprises, ou encore Glenn Seaborg. Glenn Seaborg, c'est un chimiste, futur prix Nobel, mais surtout, c'est le chimiste du plutonium dans le projet Manhattan. Le comité finalise le 11 juin 1945 un long texte, souvent cité comme rapport Franck, qui recommande de ne pas utiliser la bombe atomique contre le Japon. Alors je vous en cite un court passage. Si les États-Unis devaient être les premiers à libérer ce nouvel instrument de destruction indifférenciée de l'humanité, ils sacrifieraient le soutien public partout dans le monde, précipiteraient la course aux armements et porteraient atteinte à la possibilité d'un accord international sur le futur contrôle de telles armes. Des conditions beaucoup plus favorables pour la réalisation éventuelle d'un tel accord pourraient être créées si les bombes nucléaires étaient d'abord révélées au monde par une démonstration dans une zone inhabitée soigneusement sélectionnée. Ce rapport est immédiatement transmis par Arthur Compton aux autorités qui décident de consulter leurs 4 conseillers principaux. Alors il s'agit de physiciens célèbres, Compton, Fermi, Lorentz et Oppenheimer. C'est une demande d'un avis technique sur la possibilité d'une démonstration. Les 4 physiciens se réunissent à Los Alamos les 15 et 16 juin 1945. Ils concluent que nous ne pouvons proposer aucune démonstration technique susceptible de mettre fin à la guerre. Nous ne voyons aucune alternative acceptable à l'emploi militaire direct. À cette époque, on ne sait pas encore si la bombe atomique fonctionne. Ils ajoutent « Nous n'avons cependant aucune prétention à une quelconque compétence spéciale qui nous permettrait de résoudre les problèmes politiques, sociaux et militaires posés par l'émergence de l'énergie atomique. » Il ne faut pas exagérer la portée de la discussion du rapport Franck. En temps de guerre, il n'était pas public. Tous les physiciens qui travaillaient s'étaient mis d'accord pour ne pas diffuser les informations. Je vous rappelle qu'on est avant le bombardement d'Hiroshima. Et d'autre part, Truman avait déjà envisagé d'utiliser la bombe atomique sur le Japon pourvu qu'elle fonctionne. Ce qu'on ne saura que mi-juillet, c'est-à-dire après ce rapport Franck. Dès la révélation de son existence avec Hiroshima, la bombe atomique devient rapidement un sujet d'engagement pacifiste public, et tout particulièrement dans les milieux scientifiques aux États-Unis. Truman avait annoncé partout l'existence de la bombe atomique, ce qui change complètement la façon de s'adresser au public. Le 26 septembre 1945, les physiciens ingénieurs du laboratoire de métallurgie de Chicago fondent une association des scientifiques atomistes de Chicago. Alors, je vous rappelle, vous avez peut-être oublié, ce qu'était le laboratoire de métallurgie, c'était le nom de code qui désignait l'endroit où fut construit le premier réacteur nucléaire expérimental, la pile de Fermi, en décembre 1942. Comme le précisent les statuts adoptés un mois plus tard, l'association a été créée pour aborder les responsabilités morales et sociales des scientifiques concernant l'utilisation de l'énergie nucléaire et pour sensibiliser le public à ses conséquences possibles. Parmi les fondateurs, on retrouve, puisqu'on est à Chicago, James Franck, Glenn Seaborg, Léo Szilard et beaucoup d'autres.
L'association est ouverte à tous les employés scientifiques passés au présent du projet Manhattan. Elle va rapidement essaimer et devenir en novembre 1945 la Federation of Atomic Scientists, c'est-à-dire la Fédération des scientifiques atomistes. Puis en janvier 1946, la Fédération des scientifiques américains, avec le même sigle, A de atomiste ou de américain. Puis en 1948, la fédération comptait une vingtaine d'associations locales et quelques 2500 membres. Son action s'est poursuivie en se diversifiant jusqu'à nos jours. Une des manifestations les plus marquantes de cette fédération est l'édition du bulletin des scientifiques atomistes. Le premier numéro 2, de 2 pages, paraît le 10 décembre 1945 à Chicago, puis tous les 15 jours avec une augmentation progressive du contenu. Leur objectif, vous avez compris, c'est d'informer. Personne ne sait ce qu'est une bombe atomique, donc ils ont décidé de rendre public tout ce qui pouvait être rendu public. La publication devient mensuelle. Pardon, je suis un petit peu en avance. La publication devient mensuelle. Les articles sont bien documentés et constituent une bonne source dans la recherche d'informations fiables. Non seulement sur les États-Unis, mais aussi sur le reste du monde. On peut citer par exemple l'article, c'est celui qu'on voit à droite, l'article sur les inventaires des armes nucléaires de 1945 à 2013, dont les données sont souvent reprises. Quand vous trouvez des données sur ces inventaires, en général, ils viennent de ces documents. Pour soutenir ces entreprises non gouvernementales et à orientation pacifiste, certains scientifiques engagent leur nom. C'est le cas du plus célèbre d'entre eux, que vous avez sûrement reconnu au milieu, Albert Einstein, que l'on voit sur cette photo dans le New York Times du 18 novembre 1946. Quelques mois plus tôt, en mai, à l'initiative de Szilard et d'Einstein, un comité d'urgence des scientifiques atomistes avait été créé avec comme fonction principale l'obtention et l'affectation de fonds pour l'éducation publique sur les questions nucléaires. En fait, c'est un comité de soutien qui va redistribuer des donations vers différentes associations, dont la Fédération des physiciens américains. Parmi les fondateurs, on peut voir sur cette photographie des scientifiques ayant travaillé sur le projet Manhattan. Assis à gauche, en bas, là, c'est un chimiste très célèbre, Urey, prix Nobel de chimie 1934. Debout à partir de la gauche, 3 physiciens ayant quitté l'Europe avant la guerre. L'Autrichien Viktor Weizsäcker, célèbre physicien, futur directeur du CERN, le Hongrois Leo Szilard, dont je vais parler à plusieurs reprises, et un autre très célèbre physicien allemand, futur prix Nobel, l'allemand Hans Bethe. Pour différentes raisons, les activités du comité d'urgence vont pratiquement cesser en 1949 et il sera dissous officiellement en octobre 1951. Précision concernant Einstein. Il n'a jamais travaillé sur la bombe atomique. Sa seule action importante, qu'on lui a reproché plusieurs fois, avait été la prise en charge en son nom et la signature de la lettre préparée par Leo Szilard, on les voit tous les deux ici, envoyée au président Roosevelt le 2 août 1939. J'en avais parlé longuement de cette lettre. C'est une lettre dans laquelle on attirait l'attention sur la possibilité de réaliser des bombes, et en particulier en Allemagne. À l'époque, on ne connaissait pas les difficultés techniques qui vont s'avérer considérables de fabrication de la bombe atomique et qui sont complètement hors de portée de l'Allemagne en guerre. Mais à cette époque, en 1939, on ne le savait pas. Je vous propose maintenant de revenir à vers la fin de la guerre. Nous sommes à l'automne 1944, lorsque la défaite de l'Allemagne commence à se profiler. Alors, sur cette image, quelques scientifiques commençaient à avoir des doutes, mais très peu envisageaient de quitter le projet Manhattan. La bombe atomique est en pleine construction. C'est ce que vous voyez, c'est à l'arrière-plan de cette image, c'est très symbolique. On peut reconnaître la forme de la bombe de Nagasaki, qui est construite comme un vaisseau à l'ancienne. Et il y a une personne qui s'en va. Un physicien, Joseph Rotblat, va quitter Los Alamos en décembre 1944. D'origine polonaise, il était arrivé en février avec la délégation anglaise dirigée par James Chadwick.
40 ans plus tard, il relate ses doutes qui seraient apparus dans des conversations avec le général Groves, donc le chef du projet Manhattan, et renforcés ensuite dans les discussions avec Niels Bohr, qui était présent à Los Alamos. Il aurait compris que les travaux ne seraient plus dirigés contre l'Allemagne nazie, mais sans doute à plus long terme vers un futur ennemi potentiel, l'URSS, alors allié des États-Unis. Bon, certains historiens doutent de l'authenticité, c'est ce qu'il dit 40 ans plus tard, de cette anticipation, et croient plus à cet autre argument. Alors là, je cite cet article 40 ans plus tard. Quand vers la fin de 1944, il devint évident que les Allemands avaient abandonné leur projet de bombe, l'objectif de mon séjour à Los Alamos disparut. Et je demandai la permission de partir et de retourner en Grande-Bretagne. Après quelques difficultés qu'on peut imaginer avec les services de sécurité américains, Rod Blatt est autorisé à quitter les États-Unis. Et il quitte les États-Unis le soir de Noël 1944. Comme il était quasiment le seul à vouloir partir à cette époque, il s'interroge. C'est ce qu'il nous dit après. Pourquoi les autres scientifiques n'ont-ils pas pris la même décision ? Évidemment, on ne s'attendait pas à ce que le général Groves achève le projet dès la défaite de l'Allemagne. Mais il y avait beaucoup de scientifiques pour qui le facteur allemand était la principale motivation. Pourquoi n'ont-ils pas quitté quand ce facteur a cessé d'être ? Il donne quelques éléments de réponse de son analyse. La raison la plus fréquemment invoquée était la curiosité scientifique, pure et simple. La forte envie de savoir si les calculs théoriques et les prédictions se réaliseraient. Alors on a vu la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, que Teller et Sakharov mentionnent aussi cette motivation qu'ils avaient eux-mêmes, même Sakharov, de voir fonctionner la bombe atomique. Mais ils ne la considèrent pas comme dominante. Alors je reprends le texte de Rod Blatt. Ces scientifiques ont estimé que c'est seulement après le premier test à Alamogordo qu'ils devaient entrer dans le débat sur l'utilisation de la bombe. D'autres étaient prêts à remettre l'affaire à plus tard, convaincus par l'argument selon lequel de nombreuses vies américaines seraient sauvées si la bombe mettait fin rapidement à la guerre avec le Japon. Ce n'est que lorsque la paix sera rétablie qu'ils prendront part aux efforts pour s'assurer que la bombe ne sera plus utilisée. Un peu plus loin, la majorité n'était pas dérangée par des scrupules moraux. Ils se contentaient de laisser aux autres le soin de décider comment leur travail serait utilisé. La même situation existe actuellement, il écrit en 1985, dans de nombreux pays en ce qui concerne le travail sur les projets militaires. Mais c'est la question de la moralité en temps de guerre qui me trouble le plus et m'inquiète le plus. Alors j'insiste sur cette phrase qui est quand même importante, je trouve, la moralité en temps de guerre, qui est très différente de la moralité en temps de paix. Jusqu'à où va-t-on quand on est en guerre ? Pas facile à répondre dans un pays qui est en paix. Je vous laisse méditer cette phrase de Rod Blatt. Qui était Joseph Rod Blatt ? Alors, Joseph Rod Blatt, il est né en Pologne, à Varsovie, en 1908, dans une famille juive relativement aisée. Après la Première Guerre mondiale, les affaires de son père, qui travaillait dans le commerce de chevaux, périclitent. Joseph n'est pas envoyé au lycée, mais dans une petite école juive dont il sort à 15 ans avec un diplôme de technicien en électricité. Il va travailler dans ce domaine. En 1929, il réussit les examens d'entrée à l'Université libre de Varsovie, qui est en fait l'Université libre, c'est une école supérieure privée. Diplômé de cette école en 1932, il peut alors entrer à l'Université de Varsovie, où il soutient en 1938 sa thèse de doctorat en physique. La même année, il obtient un poste de radiologie et il se marie avec Tola Green, une étudiante en littérature qu'il connaissait depuis plusieurs années. Alors la vie de Rod Blatt n'est pas facile, je viens de le dire, mais elle va prendre une tournure vraiment dramatique en 1939. Il part en Angleterre, dans le laboratoire de Chadwick, à Liverpool, où il a obtenu une bourse d'études. Alors, Chadwick, c'est un très grand physicien anglais, celui qui a découvert le neutron. Donc ça va bien. À la fin août 1939, il revient chercher sa femme qui ne peut partir en raison d'une petite intervention chirurgicale. Il ne la reverra pas. Elle était juive et malgré tous les efforts de Joseph, elle ne put quitter la Pologne après l'invasion allemande
et sera victime de la solution finale implantée dans le camp de Belzec en 1942. À Liverpool, Joseph Rotblat fait des recherches dans le domaine de la physique nucléaire. Il rejoint le projet britannique de la bombe atomique, puis, comme on vient de le voir, le projet Manhattan à Los Alamos qu'il quitte, on l'a vu, en décembre 1944. À son retour en Angleterre, Rotblat reprend les travaux académiques de recherche et d'enseignement à Liverpool avec un poste de senior lecturer, une sorte de maître de conférence. Il va s'orienter vers les utilisations médicales et biologiques des rayonnements. En 1949, il est nommé professeur de physique au Barts. Alors le Barts, c'est un diminutif pour l'hôpital d'enseignement associé à l'Université de Londres. C'est une sorte de CHU, on dirait. Il y restera jusqu'en 1976 et sera nommé ensuite professeur émérite. Après les bombardements atomiques sur le Japon, Joseph Rotblat va militer contre le développement des armements nucléaires et tout particulièrement dans une association anglaise de scientifiques atomistes créée en 1946. Ses compétences de physicien nucléaire dans un hôpital donnent une crédibilité, une résonance importante à ses interventions. Il est à la fois physicien, il n'est pas médecin, mais il travaille sur les applications du nucléaire à la médecine. On le voit ici en avril 1954 dans l'émission Panorama de la BBC, quelques semaines après l'essai nucléaire américain de Castle Bravo. Alors, j'en avais parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un essai d'une bombe H très puissante qui avait conduit à l'irradiation d'un bateau japonais et à la mort d'un marin. Ça fait beaucoup de bruit dans les médias, au moins à l'Ouest. Dans cette émission, Rotblat commente en direct les événements avec un autre pacifiste convaincu, le célèbre mathématicien et philosophe Bertrand Russell. Je vais revenir un peu plus tard sur Russell et le manifeste Einstein-Russell, qui est présenté dans une conférence de presse le 9 juillet 1955. C'est ce qu'on voit ici. On voit Russell, je vais parler de Russell après, et je vous fais voir la photo parce que celui qui est assis en bas à droite, c'est Rotblat. Rotblat était l'un des 11 signataires de ce manifeste. Et Russell lui avait demandé de venir, de l'accompagner pour... Il avait peur d'éventuelles questions techniques sur la bombe atomique auxquelles Russell aurait eu des difficultés à répondre, donc il avait demandé à Rotblat de l'accompagner. Le manifeste demande aux scientifiques de se réunir en conférence pour discuter des moyens d'éviter le danger des armes nucléaires. Un homme d'affaires américain, né au Canada, Cyrus Eaton, va proposer le financement de cette conférence. Russell, qui préférait un pays non aligné comme l'Inde, ne l'accepte pas immédiatement. Il ne voulait pas être financé par un industriel nord-américain. Mais face aux difficultés internationales de 1956, il y en a beaucoup en 1956, si vous vous rappelez, il s'y résout. Eaton, c'était un philanthrope pacifiste qui soutenait beaucoup l'éducation, les arts, la fondation d'écoles. La fondation d'écoles, par exemple, dans son village natal, au Canada, il a créé une école, et il propose ce village, une petite ville de un peu moins de 1000 habitants, Pugwash, en Nouvelle-Écosse, comme lieu de la conférence. Le nom restera attaché à la dénomination officielle du mouvement qui va se poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Le mouvement Pugwash existe de nos jours. Ça s'appelle Pugwash Conferences on Science and World Affairs, ce qui veut dire conférence Pugwash sur la science et les affaires mondiales. La première réunion a donc lieu à Pugwash du 6 au 11 juillet 1957 sur le thème des dangers liés aux armes atomiques. Alors on peut voir sur cette photographie, une photographie d'une des séances. Joseph Rotblat est le président de séance, c'est celui qui est assis, et un des orateurs, alors toujours, on retrouve toujours le même, Léo Szilard, j'ai choisi la photo de Léo Szilard. Cette première conférence, donc 6-11 juillet 1957, va réunir 22 scientifiques de 10 pays, avec une majorité de 7 Américains, là j'ai indiqué les représentants des différents pays, mais aussi, alors ça c'est important, 3 Japonais, et surtout, alors ça c'est 3 Soviétiques. Les participants ne sont pas des délégués, ça c'est important, ils ne sont pas envoyés par leur pays, ils ne représentent pas leur pays, mais en principe leurs propres idées. Bon, alors c'est pas toujours aussi simple, hein. Si vous connaissez un peu l'URSS de cette époque,
La participation de Kapitsa, Kapitsa c'est ce grand physicien qui avait beaucoup travaillé à l'Ouest, est refusée. Et ils sont accompagnés d'un traducteur qui fait en même temps le contrôle un peu de politique de ce que disent ces trois soviétiques. D'ailleurs, ici, on peut voir un des représentants soviétiques, Topchnev, et il est avec Rabinovitch. Alors Rabinovitch, on pourrait penser que c'est un soviétique, mais il se trouve, c'est un biologiste américain d'origine russe, qui comprend très bien le russe et qui reprend de temps en temps le traducteur en lui disant qu'il faut vraiment traduire ce que disent les scientifiques soviétiques. En fait, ça va très bien se passer, hein, parce que l'ambiance va être très bonne. Vous voyez, une discussion entre un Américain et un Soviétique. La conférence se termine par une déclaration commune qui est lue ici. Alors, vous voyez le représentant français, je ne sais pas si vous connaissez, Lacassagne, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est un médecin, c'est un des très grands médecins des applications nucléaires en France. Lacassagne, c'est le représentant français. Vous voyez Rodblat, Eaton, alors lui qui n'est pas un scientifique et qui apporte le soutien financier, et un autre représentant russe. Ça, c'est la lecture de la délégation finale, de la recommandation finale. Alors, c'est quoi cette recommandation? Ils appellent les puissances détentrices de l'arme nucléaire à renoncer à son utilisation militaire, ça, okay, et surtout à arrêter les tests qui commençaient à augmenter d'une manière considérable. En période de guerre froide, un dialogue sur les armements a eu lieu entre quelques scientifiques, et ce qui est important, tout particulièrement entre soviétiques et américains. Ça va être une des voies d'entrée du dialogue pendant la guerre froide entre soviétiques et américains. Ce n'est pas la seule, bien entendu, mais c'en est une. L'aventure va se poursuivre avec un rythme d'une conférence annuelle dans différents pays. Joseph Rodblat va assurer l'organisation en tant que secrétaire général du mouvement de son début jusqu'en 1973. On peut noter que la 6e conférence est à Moscou. Vous voyez, donc on est reparti de l'autre côté du rideau de fer, comme on dirait. Elle est à Moscou en 1960 et qu'elle porte sur le désarmement et la sécurité mondiale. 60, c'est une année pas facile en plus. Hein. On peut aussi noter l'élargissement des thèmes avec des sujets comme les armes biologiques et chimiques en 1959 ou la coopération internationale entre sciences pures et appliquées en 1961. Il est difficile de mesurer l'impact du mouvement Pugwash qui a sans doute contribué à une forme de détente en période de guerre froide. En 1995, le prix Nobel de la paix est décerné conjointement à Joseph Rodblat, derrière, et aux conférences Pugwash, dont on voit le secrétaire général de l'époque, sur la science et les affaires mondiales, donc, pour, je cite, leurs efforts visant à réduire le rôle des armes nucléaires dans la politique internationale et à long terme à éliminer ces armes. Revenons 40 ans plus tôt avec le manifeste Einstein-Russell. D'abord quelques indications biographiques sur ce personnage, je ne sais pas si vous le connaissez, mais je trouve assez extraordinaire, que fut Bertrand Russell. Bertrand Russell est né en 1872 au Pays de Galles, dans une famille influente et libérale de l'aristocratie britannique. Son grand-père paternel, le comte Russell, avait été 2 fois Premier ministre. Après le décès de sa mère en 1875, de son père l'année suivante et de son grand-père 3 ans plus tard, Bertrand Russell sera élevé par sa grand-mère à Pembroke Lodge, la grande maison de famille dans la banlieue de Londres. Il y reçoit une éducation privée par des précepteurs. En 1890, Russell va à Cambridge préparer les tripots de mathématiques du célèbre Trinity College. Alors les tripots, j'en avais parlé il y a 2-3 ans, ça porte un drôle de nom, mais ce sont des concours de mathématiques, et quand vous êtes reçu bien classé dans ces concours, ça vous ouvre pratiquement toutes les portes de professeurs dans différentes universités. Et donc il va être reçu 7e en 1893 et devient donc fellow, c'est-à-dire membre du corps enseignant du Trinity College en 1895. Trinity College, c'est le plus important de Cambridge. Bertrand Russell est intéressé par les mathématiques, mais surtout par leur fondement logique, un domaine dans lequel il va exceller avec en 1901 la formulation des paradoxes qui portent son nom. Je sais pas si vous connaissez, pour en parler après, les fameux paradoxes de Russell.
Je vous en parlerai un petit peu après si vous voulez, mais là on est sur un autre sujet. En 1908, il est élu à la Royal Society, c'est un peu l'équivalent de notre Académie des sciences. En 1910 paraît le premier volume des Principia Mathematica, écrit en collaboration avec Alfred Whitehead. Les 2 autres volumes de cette œuvre maîtresse du point de vue de la logique sont publiés en 1912 et 1913. Il faut voir qu'à cette époque, Russell est un des très grands mathématiciens européens et mondiaux, un des fondements des mathématiques. Bertrand Russell n'est pas simplement un mathématicien. À son arrivée à Cambridge, il se passionne aussi pour l'éthique et la philosophie politique, domaine dans lequel il publie son premier article en 1898. C'est le début d'une très longue série de livres, soixantaine de livres minimum, d'articles, quelque chose comme 2000, de lettres, alors là, quantité invraisemblable, d'interventions à la radio, à la télévision, jusqu'à son décès à 98 ans en 1970. Bon, il est impossible de mentionner tous les aspects de l'œuvre philosophique de Bertrand Russell, qui lui vaudront en 1950 un prix Nobel, alors il n'y en a pas en mathématiques, mais il a un prix Nobel de littérature. Je cite, « En reconnaissance de ses écrits variés et significatifs, dans lesquels il défend les idéaux humanitaires et la liberté de penser. » Avant d'en venir à la bombe atomique, je vais quand même évoquer un exemple que je trouve intéressant, beaucoup plus ancien, d'idéal humanitaire et de liberté de penser, comme le dit le prix Nobel attribué à Bertrand Russell. Nous sommes pendant la Première Guerre mondiale. Russell fut d'une très rare personne à s'engager dans une campagne anti-guerre, pendant la guerre, et contre la conscription, c'est-à-dire le recrutement des soldats. Cette attitude est contraire à la loi de défense mise en place en 1914, va conduire à son renvoi, Russell est renvoyé du Trinity College en 1916, et à une forte amende. Bon, il a les moyens de la payer, mais il refuse de la payer. L'amende sera payée par la mise en vente de ses livres, par ses amis, qui seront achetés par ses amis. En fait, bon, ça s'arrange un peu, mais ce que cherche Russell, c'est une résonance publique. La diffusion de ses idées, lui, c'est ce qu'il sert, c'est qu'on parle. Alors, comme il a un nom extrêmement connu, le nom d'un Premier ministre anglais quand même, c'est très connu, donc il veut défendre ses idées. En 1916 et 1917, par des discours, des écrits aussi, des visites en prison, il soutient la No Conscription Fellowship. C'est une organisation d'objecteurs de conscience et de pacifistes. Je vous rappelle qu'on est en guerre. En février 1918, bon, arrive ce qui devait arriver, il est condamné à 6 mois de prison pour un éditorial contre l'entrée en guerre des États-Unis et le stationnement des troupes américaines sur le sol britannique. Alors il passera 5 mois dans la prison de Brixton, il en profitera pour écrire des livres, au sud de Londres, et sera libéré, donc il fait que 5 mois, il est libéré pour bonne conduite. Ça, c'est quand même assez intéressant, mais voilà, donc je voulais vous mentionner, je ne veux pas mentionner toutes les attitudes de Russell, mais Russell est vraiment ce pacifiste convaincu. C'est pas un philosophe en chambre. Il aime confronter ses idées à des situations. Politiquement, alors il est engagé du côté travailliste, socialiste, et la révolution russe, évidemment, de 1917, lui est sympathique. Il va en Russie en 1920. Alors là, déception, il en revient avec une profonde antipathie pour le communisme soviétique et écrit immédiatement un livre, Pratique et théorie du bolchevisme. Russell va aussi en Chine, au Japon, aux États-Unis. En fait, il vit un peu de ses livres, de sa fortune, mais aussi de ses livres, de ses articles dans les journaux, des conférences invitées dans les universités de différents pays. Alors, il est invité à la fois pour la philosophie éthique, mais il est invité, il ne faut pas oublier que c'est un des grands logiciens mondiaux de la philosophie. Donc, il est invité pour des conférences sur la théorie des types, etc. En 1931, son frère aîné décède. Il devient le comte Russell. Alors ça, bon, c'est surtout intéressant parce qu'il a accès à la Chambre des Lords. Donc, étant membre de la Chambre des Lords, il va y prononcer un certain nombre de discours qui sont restés célèbres. À la fin des années 30, Russell, il aimerait bien retourner à la philosophie académique. À 66 ans, il obtient un poste à Chicago. De 1938 à 1944, Russell a vécu aux États-Unis où il a enseigné à Chicago et à l'Université de Californie à Los Angeles. La Seconde Guerre mondiale va poser un problème au pacifisme de Russell.
Il est d'abord opposé à la guerre. Et il va finir par admettre, mais alors avec un certain temps et une certaine tristesse, la nécessité de lutte contre le nazisme. Résumé dans cette courte citation qu'on reprend assez souvent de 1943, la guerre a toujours été un grand mal, mais dans des circonstances particulièrement extrêmes, il peut s'agir du moindre de 2 mots. Dès le bombardement d'Hiroshima, Bertrand Russell s'interroge sur la bombe atomique dans des termes alors qu'ils sont très proches, ils ne se sont pas copiés, ils ne se sont pas concertés, mais c'est très proche de l'éditorial d'Albert Camus dans Le Combat, que je vous ai lu tout à l'heure. On retrouve à peu près les mêmes termes dans le manuscrit de Russell que l'on voit ici, et qui est repris une dizaine de jours plus tard dans un article intitulé « La bombe et la civilisation ». Je vous en lis le début de l'article et du manuscrit, très court. Il est impossible, courte citation, il est impossible d'imaginer une combinaison plus dramatique et plus horrifiante de triomphe scientifique avec un échec politique et moral. Il parle de la bombe atomique. Venons-en maintenant au manifeste Einstein-Russell présenté dans une conférence de presse le 9 juillet 1955 à Londres. Bon, j'ai déjà évoqué son origine, avec les manifestations consécutives à l'essai nucléaire américain de Castelbravo et les radiations du bateau japonais. Comme Rotblat, Russell va poursuivre sa critique des dangers de la bombe H. Je vous rappelle, au début des années 50, c'est l'apparition de la bombe H. Le 23 décembre 1954, il fait une nouvelle intervention à la BBC avec comme titre « Le péril de l'homme ». En voici un extrait, alors qui sera repris, parce qu'on se reprend parfois les différents passages pour le remettre dans d'autres livres. Donc cet extrait de l'émission sera repris dans le manifeste. En fait, c'est la conclusion du manifeste. Si nous en faisons le choix, nous avons devant nous des progrès continus dans le bonheur, la connaissance et la sagesse. Allons-nous au contraire choisir la mort, parce que nous ne pouvons pas oublier nos querelles? Je fais appel en tant qu'être humain à des êtres humains. Et là, c'est une phrase souvent reprise en philosophie. Souvenez-vous de votre humanité et oubliez le reste. Si vous pouvez le faire, le chemin s'ouvre vers un nouveau paradis. Si vous ne pouvez pas, rien ne se trouve devant vous, sinon la mort universelle. En fait, le manifeste Einstein-Russell est rédigé par Russell, qui juge que son impact sera largement accru avec la signature de quelques grands scientifiques mondiaux, et parmi eux, évidemment, le plus célèbre, Albert Einstein. Il lui envoie le manuscrit, Einstein l'approuve, et le signe le 11 avril 1955, une semaine avant son décès. C'est le dernier engagement public d'Albert Einstein, qui lui, alors on aurait pu en parler aussi, fut un convaincu, un pacifiste extrêmement convaincu. 9 autres scientifiques, presque tous prix Nobel, signent le document. Alors, on peut remarquer la présence, je vous en cite quelques-uns, ils sont 11 signés. Einstein, Russell, Max Born, dont j'ai parlé souvent dans les cours. Max Born, c'est ce physicien créateur de la mécanique quantique, physicien allemand, aussi réfugié, mais lui en Angleterre. Et puis, vous pouvez en voir d'autres. Un qui est intéressant, c'est Yukawa. Yukawa, c'est un japonais, prix Nobel, un des premiers prix Nobel japonais. Joseph Rotblat, dont je viens de parler, et Linus Pauling, qui est prix Nobel de chimie, dont je parlerai un peu plus tard. Le manifeste de 2 pages et demie commence ainsi. Devant la situation tragique qu'affronte l'humanité, nous pensons que les scientifiques devraient se réunir en conférence afin d'évaluer les périls résultant du développement d'armes de destruction massive et de discuter d'une résolution dans l'esprit du projet 6 juin. Alors, nous venons de voir au début de l'exposé que cette demande sera suivie, entre autres, il y en aura d'autres, par les conférences Pugwash, qui sont issues de cette demande du manifeste et financées par Eaton. Alors, je reprends la lecture du manifeste. En cette occasion,
nous nous exprimons non pas en qualité de membres de tel continent, nation ou croyance, mais en tant qu'être humain, membre de l'espèce Homo, dont la survie peut être mise en doute. Le monde est riche en conflits et la lutte titanesque entre le communisme et l'anticommunisme domine tous les conflits mineurs. Le texte se poursuit par un rappel des dangers terribles de la bombache, avec une puissance potentielle de 2500 fois celle d'Hiroshima. Alors c'est une petite remarque, il est écrit en 1955. 2500 fois Hiroshima, c'est pas quelque chose qu'on ne va pas atteindre. 2500 fois Hiroshima, c'est la tsar bombe que les soviétiques vont tester en 1961, qui fera effectivement 50 mégatonnes. C'est la plus grosse bombe jamais testée à la surface du globe. Le manifeste rappelle aussi les dangers des essais nucléaires avec des retombées radioactives, il mentionne comme celles qui ont atteint le bateau japonais en 1954. Le manifeste se termine par une conclusion que je vous ai lue et par une résolution. Voici la résolution. Nous invitons cette Assemblée, et à travers elle tous les scientifiques du monde et le grand public, à souscrire à la résolution suivante. Vu que lors d'une future guerre mondiale, les armes nucléaires seront certainement utilisées, et que ces armes mettent en danger la poursuite de l'existence de l'humanité, nous demandons au gouvernement du monde de comprendre et d'annoncer publiquement que leurs objectifs ne peuvent pas être atteints par le moyen d'une guerre mondiale. Et nous leur demandons, en conséquence, de trouver des moyens pacifiques pour régler tous les sujets sur lesquels ils sont en désaccord. La présentation du manifeste par Russell, donc à Londres, 3 mois après la disparition d'Einstein, aura un retentissement important en Occident, mais sans conduire à des modifications significatives dans la course aux armements menée par les États-Unis et l'Union soviétique. Le texte présenté à Londres ne s'adressait pas uniquement à l'URSS et aux États-Unis, il s'adressait aussi au Royaume-Uni. En mai 1952, le Royaume-Uni est la 3e puissance nucléaire mondiale. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Test de la bomba par les Anglais, comme on dit quelquefois, en 1952. Et en mai 1957, le Royaume-Uni va aussi tester sa première bombache, alors ce qui va relancer évidemment les mouvements antinucléaires britanniques. À la fin 1957 est créée la CND. La CND, ça veut dire Campaign for Nuclear Disarmament, campagne pour le désarmement nucléaire. Russell, que l'on voit ici, n'est pas l'initiateur du mouvement, mais il va en assurer la présidence jusqu'en octobre 1960. On le voit ici à Trafalgar Square en septembre 1959. La CND réclame le désarmement unilatéral du Royaume-Uni. Le raisonnement est « commençons par le Royaume-Uni ». N'attendons pas que l'URSS et les États-Unis fassent du désarmement. Montrons l'exemple. C'est ce qu'ils demandent. Ça ne va pas avoir lieu, bien sûr, mais c'est la demande. Elle a suscité un grand intérêt auprès du public et a bénéficié du soutien non seulement de scientifiques, moi je parle beaucoup des scientifiques et universitaires, mais aussi de chefs religieux en Angleterre, d'écrivains, d'acteurs, de musiciens renommés. Le mouvement, qui existe encore de nos jours, a été lancé par une réunion publique massive à Londres en février 1958, suivie peu de temps après, donc à Pâques, par une marche de 4 jours sur une distance de 80 km. C'est la distance qui sépare Londres de Aldermaston. Aldermaston, c'est la ville où est situé le centre de recherche sur les armes nucléaires anglais. Cette marche sera reprise pendant quelques années, mais dans l'autre sens, cette fois-ci, en partant d'Aldermaston et symboliquement vers le siège du pouvoir à Londres. Quelques mots d'explication. Alors là, vous avez le signe, c'est un signe qu'on voit assez souvent, ça, vous l'avez vu plusieurs fois, qui est utilisé contre les armements nucléaires, mais de manière générale, parfois pour les mouvements pacifistes. Eh bien, voici la signification. Il a été créé en 1958 par l'artiste et designer britannique Gerard Holton. Il représente imbriqué les 2 initiales. Alors ça, c'est le sémaphore, hein, le signe de sémaphore, qui est un langage international des bateaux, le N et le D. Et quand vous les imbriquez, vous avez N et D, donc vertical et comme ça, qui vous donne N de nucléaire et D de désarmement.
Mais on va l'utiliser maintenant de manière fréquente pour d'autres mouvements pacifistes. Les engagements pacifistes de Bertrand Russell ne se limitent pas au nucléaire. Il est aussi connu dans les années 1960 pour son opposition à l'engagement des Américains dans la guerre du Vietnam. Sur l'image de gauche, on le voit devant le Parlement britannique avec écrit sur son panneau « Fin de la boucherie anglo-américaine au Vietnam ». On peut se demander pourquoi les Anglais, mais les Anglais soutenaient la guerre du Vietnam, ils soutenaient les Américains. Alors sur la photo de droite, c'est encore plus saisissant, vous voyez ce qu'il fait, et on est en octobre 1965, Russell déchire sa carte de membre du Parti travailliste, auquel il appartenait depuis une cinquantaine d'années. Il proteste contre le soutien du gouvernement travailliste à la politique des États-Unis au Vietnam. Ça fait 50 ans que je suis au Parti travailliste. À l'époque, c'est les travaillistes qui sont au pouvoir à Londres. Il déchire sa carte du Parti travailliste. Il faut voir que Russell met toujours en scène ces contestations de façon qu'on entende parler des idées qui se trouvent derrière. En janvier 1967, paraît le livre de Bertrand Russell intitulé « Crimes de guerre au Vietnam ». Les idées de ce livre sont à la base de la fondation en novembre 1966, ça vous dit peut-être quelque chose à certains, de ce qu'on a appelé le tribunal Russell. Le tribunal Russell est également connu sous le nom de tribunal international des crimes de guerre ou tribunal Russell-Sartre. Bertrand Russell en est l'initiateur, mais il est très âgé à cette époque, il a 95 ans. Il ne peut assurer le fonctionnement. Jean-Paul Sartre a accepté d'être le président exécutif d'un comité de 25 personnes de 18 pays. Le tribunal Russell, évidemment, ce n'est pas un tribunal, il n'a aucune légalité juridique. C'est un tribunal d'intellectuels, mais qui se comporte comme un tribunal. C'est-à-dire, il y a des actes d'accusation. Bon, on lui reprochera de ne pas avoir trop d'avocats de la défense, mais bon, il y a des actes d'accusation, des mises en accusation de ce que font les Américains, soutenus par les Anglais au Vietnam. Le troisième exemple, c'est l'Américain Linus Pauling. Linus Pauling est né en 1901 à Portland. Portland, c'est dans l'État de l'Oregon, complètement dans l'Ouest. Son père pharmacien décède en 1910. Après des études dans des écoles publiques, il est admis en 1917, à 16 ans, à l'Université de l'État d'Oregon, qui était à l'époque l'Institut agronomique de l'Oregon. C'était une toute petite université qui faisait de la chimie et de l'agronomie. La situation financière est difficile pour Linus Pauling. Il doit constamment travailler. Il n'a pas d'argent, il ne peut pas se payer ses études, c'est un collège un peu privé, donc il travaille l'été, il travaille le soir, etc. Mais il se fait remarquer. Il se fait remarquer parce que c'est un très grand chimiste, même jeune. En 1919, l'université lui trouve un poste d'assistant instructeur à plein temps. Et là, Linus Pauling peut poursuivre ses études. En 1922, il est diplômé en génie chimique. Génie chimique, c'est l'application de la chimie à différents domaines. Pauling va ensuite à Pasadena. Pasadena, c'est en Californie, au Caltech. Le Caltech, c'est l'Institut de technologie de Californie, où il s'initie à la théorie en physique atomique et commence la publication de sa très longue série d'articles scientifiques. Il faut faire attention, la dénomination Caltech peut prêter à confusion. Technologie, au Caltech, il y avait des très très grands théoriciens de la physique. Quelques prix Nobel, etc. Donc on fait de la physique théorique. Et Pauling, qui a une formation plutôt appliquée, s'intéresse à la théorie. En fait, il va aller vers la théorie. En 1925, il soutient sa thèse de doctorat de chimie physique sur la détermination par les rayons X de la structure des cristaux. Vous voyez, c'est bien éloigné de l'agronomie. En décembre, il découvre la toute nouvelle mécanique quantique. Alors, je vous rappelle, la mécanique quantique, elle est apparue au milieu des années 20, 25, 26, 27. J'avais fait toute une série de cours là-dessus il y a 2 ans, et en particulier avec Max Born. Et Max Born, il va aux États-Unis comme d'autres, comme Einstein à l'époque aussi, qui n'était pas encore fixé aux États-Unis, et parfois il pousse jusqu'en Californie. Max Born va donner des conférences au Caltech, vous voyez, théoricien de mécanique quantique. Et là, on est en 1925, la mécanique quantique vient juste d'être créée, 25-26, c'est en 26 je crois qu'il arrive, et ça intéresse beaucoup Linus Pauling. En mars 1926, Linus Pauling peut partir en Europe
grâce à une bourse de la Fondation Guggenheim. Alors on connaît bien la Fondation Guggenheim pour ses soutiens aux arts, mais la Fondation Guggenheim soutient aussi les étudiants en sciences. Il va y rester jusqu'à l'été 1927, essentiellement à Munich, dans le groupe de Sommerfeld, mais aussi à Copenhague, Lisbonne, Zurich et quelques autres lieux de la théorie en physique atomique, Göttingen, etc. À l'été 1927, il revient aux États-Unis, où il a obtenu un poste d'assistant professeur en chimie théorique au Caltech. Il sera nommé professeur en 1931. Et il avait 30 ans. Linus Pauling n'est pas simplement enseignant au Caltech. Il va aussi y étendre les possibilités de recherche en chimie avec la création en 1936 du laboratoire Gates et Kraling sur des fonds privés de la fondation Rockefeller, cette fois-là, et surtout du mécène Edward Kraling. Alors aux États-Unis, il y a de l'argent public, mais il y a beaucoup d'argent privé pour eux. Et pas forcément pour faire des laboratoires d'application. Ces laboratoires-là, en l'occurrence, c'est des très grands laboratoires qui font de la chimie théorique et de la biologie moléculaire. Bon, ils font aussi un peu d'application. Et il va être le directeur de ces laboratoires de 1936 à 1958. Vous voyez, en parallèle sur ces travaux. Alors à Pasadena, Pauling poursuit ses recherches sur les rayons X, la cristallographie, avec l'énoncé en 1929 des règles dites de Pauling. Bon, je passe. Il se lance aussi dans des calculs de mécanique quantique sur les atomes et les molécules. En quelques années, Linus Pauling va produire ses travaux fondamentaux sur la liaison chimique. La liaison chimique, c'est une notion très importante. La liaison chimique, c'est ce qui retient les atomes pour former des molécules. Alors c'est la physique chimique qu'on faisait il y a longtemps, mais lui, il va l'interpréter sur des bases de la nouvelle mécanique quantique. C'est un concept fondamental. Pauling réussit à interpréter avec la nouvelle mécanique quantique, ce qui constitue une ouverture très importante dans le domaine de la chimie moléculaire théorique. Alors sur ces images que je vous ai mis, on peut voir un exemple, le premier article d'une série de 7, que je ne vais pas développer bien entendu, la nature de la liaison chimique. Et il publie ça d'avril 31 à octobre 33. Vous voyez, il est très jeune. Ces travaux et d'autres études remarquables vaudront à Pauling de nombreuses distinctions. Alors pourquoi je vous ai parlé de ça? C'est pas pour parler de physique, bon, ça s'appelle un peu physique-chimie ici, mais c'est parce que c'est pour comprendre qu'il va utiliser sa notoriété pour ces mouvements pacifistes. Pauling, c'est quelqu'un qui est très connu aux États-Unis à cette époque-là. Alors il a beaucoup d'honneurs académiques, même en France, en Europe, etc., dont la première édition du prix de Langmuir en 1931. Une vingtaine d'années plus tard, en 1954, Linus Pauling sera lauréat du prix Nobel de chimie pour, je cite, ses recherches sur la nature de la liaison chimique et son application à l'élucidation de la structure de substances complexes. Comme le souligne l'intitulé du Nobel, Pauling ne se limite pas à la théorie de la liaison chimique, il va aussi l'appliquer aux molécules complexes, les molécules de la biologie moléculaire. Vers la fin des années 30, c'est un travail dans le domaine des molécules organiques. Il va d'ailleurs faire des très beaux travaux en biologie moléculaire sur l'hémoglobine et particulièrement sur les protéines. Alors, je vais m'arrêter là sur la carrière scientifique. Si vous voulez en savoir plus, alors là, vous avez un des plus beaux sites que j'ai jamais vu. Alors, je le cite parce que un site sur Internet. Alors vous trouvez beaucoup de choses sur Internet, mais sur Linus Pauling, il y a un site extraordinaire qui a été fait par l'Université de l'Oregon. Alors, on ne le trouve pas facilement du premier coup, mais si vous voulez le trouver, vous tapez simplement Linus Pauling online, et alors là, vous allez tomber sur un site fabuleux. Bon, il est en anglais. Pour les images, c'est pas très grave. Pour les films, c'est un peu plus embêtant. Mais pour les textes, je vous rappelle toujours, il y a des gens qui n'aiment pas faire ça, mais moi je conseille de le faire. Pour ceux qui n'ont pas la chance de connaître l'anglais, vous copiez le texte et vous le mettez dans un traducteur automatique. Google, traducteur automatique Google. Ils ont fait des progrès considérables. Vous aurez des contresens, un petit peu, auxquels vous vous habituerez. Mais ça marche, moi je trouve que ça marche relativement bien. Il y a des termes, même les termes techniques maintenant sont relativement traduits correctement. Bon, je vous recommande ce site si vous voulez en savoir. Alors là, vous pouvez y passer des jours et des jours. Vous avez même l'agenda de Linus Pauling mois par mois. Enfin, c'est assez extraordinaire ce site. Bon. Alors sur cette image du site, qui est sur les engagements pacifistes, on peut voir, alors je ne sais pas si vous voyez très bien, il y a un portrait de Linus Pauling en haut. Et dans le deuxième, c'est le portrait d'une femme.
Alors, cette femme, c'est Ava Helen Miller, qui est en fait l'épouse de Linus Pauling. Bon, ils s'étaient rencontrés à l'Institut d'agronomie de l'Oregon en 1922 et mariés l'année suivante. Ava Helen était née dans une famille nombreuse de tendance socialiste. Alors elle ne figure pas sur ce site en tant qu'épouse. Elle aurait pu, bon, elle aurait mis l'épouse de Pauling. Non, c'est... Ava Helen est l'initiatrice de Pauling au pacifisme. C'est une militante féministe, une militante pacifiste. Linus Pauling, lui, au grand regret de sa femme, il votait plutôt républicain au début, hein, donc il va commencer à changer un peu. Et c'est elle qui est vraiment l'initiatrice de Pauling dans les mouvements pacifistes. Et c'est sa collaboratrice, ils travaillent toujours ensemble. Quand vous lisez un texte de Pauling, en général, il commence « ma femme et moi ». Bon, bien sûr, c'est lui qu'on voit tout le temps. Parce que comme il est prix Nobel, c'est lui qu'on invite, etc. Mais ils vont vraiment travailler ensemble sur le problème de la bombe atomique, etc. Bon, pendant la guerre, jusqu'à la guerre et avant la guerre, ils ont d'autres occupations. Hein. Vous avez vu que Linus Pauling fait de la chimie et ils ont 4 enfants. On les voit ici à Pasadena en 1941. Pendant la guerre, Linus Pauling travaille sur différents sujets de recherche militaire. Il va travailler, c'est un chimiste bien connu, donc on lui demande de travailler sur des sujets militaires, il va travailler sur la propulsion des obus, il va travailler sur les problèmes de détection d'oxygène dans les explosifs, enfin des choses comme ça, mais il ne travaille pas sur la bombe atomique. Après la guerre, Ava Helen et Linus Pauling vont rejoindre puis développer des mouvements pacifistes de contestation et en particulier, mais pas uniquement, contre les armes nucléaires. Linus Pauling donne beaucoup de conférences sur la bombe atomique et ses dangers. Comme il ne faisait pas partie du projet Manhattan, il ne peut pas être accusé de trahir les secrets militaires. Il n'a pas de secret militaire à trahir, sauf dans le domaine de la chimie sur lequel il travaillait, dont il ne parle pas, et il profite de cette position particulière pour donner des conférences d'information. Au début, c'est beaucoup des conférences d'information pour savoir ce qu'est une bombe atomique et ses dangers. Alors, il approfondit ses connaissances dans le domaine nucléaire, et grâce aux critiques sévères de sa femme, hein, il fait les critiques, il va devenir de plus en plus... Au début, il paraît que ses conférences étaient très difficiles, mais elles vont devenir de plus en plus faciles à suivre. Il va devenir un conférencier de plus en plus accessible à un large public, et de plus en plus engagé, et de plus en plus demandé. En janvier 1950, et en réaction au premier essai nucléaire soviétique d'août 1949, on avait vu tout ça en détail, les États-Unis relancent leur programme nucléaire et la réalisation de la bombage. En juin 1950, la Corée du Nord envahit la Corée du Sud. C'est le début de la guerre de Corée qui va durer 3 ans et dans laquelle les États-Unis s'engagent fortement. L'année 1950 voit aussi l'accentuation sur le sol américain de la lutte contre les sympathisants communistes. Ça avait commencé avant, mais ça s'accentue. Et plus généralement, les mouvements d'opposition. Alors, cette période est souvent désignée comme McCarthyisme. Hein, c'est un mot qui est resté dans le langage courant. C'est d'après le nom du sénateur Joseph McCarthy, qui est l'ardent défenseur de cette politique, jusqu'en 1954. Alors ça ne s'arrête pas en 1954, mais lui, McCarthy, il a une chute, enfin en 1954, c'est plus lui qui mène ça. Mais on a gardé le nom de McCarthyisme. Dans ce contexte, alors qui est extrêmement tendu, hein, Linus Pauling poursuit ses engagements pacifistes, tout en travaillant dans le domaine scientifique, domaine dans lequel il est reconnu, je l'ai dit, et souvent invité. En 1952, le département d'État ne lui accorde pas sa demande de passeport pour se rendre à un congrès de biologie moléculaire à Londres. Étonnant, hein. Motif, quand on refuse, on donne un motif. Motif du ministère: le ministère est d'avis que votre voyage proposé ne serait pas de grand intérêt pour les États-Unis. Bon, évidemment, il ne s'agit pas d'un jugement scientifique, on s'en doute. Alors, Pauling va rater le congrès de Londres, mais finira par avoir un passeport à durée limitée pour aller en France, en Angleterre et l'année suivante dans différents pays d'Europe. En 1954, les difficultés recommencent. Bon, il continue ses conférences, et puis par exemple, pour donner juste un exemple, il qualifie, alors vous savez qu'en 1954, c'était le dernier exposé de l'an dernier, il y a eu un procès fait à Oppenheimer, hein, en
en 1954, eh bien lui, Pauling, il qualifie le procès d'Oppenheimer d'acte honteux de la part du gouvernement des États-Unis. Alors évidemment, le gouvernement a peur que Linus Pauling, quand il est à l'étranger, propage une certaine anti-américanisme. Donc on lui refuse son passeport. Mais en octobre, arrive, comme tous les ans, c'est en octobre qu'on fait l'annonce des prix Nobel. Et donc il est lauréat du prix Nobel de chimie. Alors va-t-on redonner ou non un passeport à Linus Pauling? Je vous rappelle que certains prix Nobel de certains pays, dits totalitaires, n'ont pas le droit de se rendre pour aller chercher leur prix Nobel. On connaît bien Sakharov ou Liang Shaohui, le chinois, ou alors plus ancien, qu'on a un peu oublié aujourd'hui, en 1936, le journaliste Ossieski, que Hitler interdit de se rendre à Stockholm, et il interdit du coup à tous les scientifiques de ne jamais aller chercher leur prix Nobel à Stockholm. Donc vous voyez, il y avait des interdictions, mais les États-Unis ne veulent pas passer pour un État totalitaire, donc ils redonnent un passeport à Linus Pauling, et puis ça s'arrête là, et ils ne vont plus jamais l'embêter avec son passeport. Alors je me suis un peu attardé, c'est une anecdote si on veut, mais qui montre les difficultés faites aux dissidents dans les États-Unis au début des années 50. La situation n'est pas simple pour sortir des États-Unis. On vous accuse de propager le communisme aux États-Unis, même si vous n'êtes pas communiste. Linus Pauling n'est pas inscrit au Parti communiste américain. Mais Linus Pauling, il s'en sort grâce à sa notoriété scientifique internationale. Et comme il a une grande notoriété, il va l'utiliser, il va continuer à faire ses actions pacifistes. Alors on en voit un exemple, il y en a énormément. Voici un exemple, c'est une affiche de novembre 1957. Le docteur Linus Pauling est avec le membre du Congrès Chet Holifeld, qui est un membre du Congrès, Chet Holifeld, on les voit en gros, Linus Pauling. Ils sont l'invité d'un grand meeting, alors c'est un meeting sur un stade de football à Los Angeles sur le thème The Bomb, Fallout and Survival. Donc la bombe, retombée et survie. Alors, ce titre insiste sur une des préoccupations très importantes de l'époque. Les armes nucléaires, on le sait, elles sont dangereuses en elles-mêmes, ça c'est très dangereux, mais également par leurs tests. Et en particulier les tests dans l'atmosphère. À l'époque, on faisait des tests des armes nucléaires dans l'atmosphère, et ça donne des retombées, énormément de retombées qui sont disséminées ensuite. Alors, il est impossible de citer toutes les actions menées par Linus et Eva Helen Pauling que l'on voit ici en action au début des années 1960. Je vous renvoie, encore une fois, au site de l'Université de l'Oregon. Je ne voudrais pas rester quand même, il reste un tout petit peu de temps, je vais quand même vous donner deux exemples, deux courts exemples. Le premier exemple, avec l'activité de Linus Pauling au premier semestre de l'année 1958. Le 15 janvier 1958, Linus et Ava Helen remettent une pétition au secrétaire général de l'ONU. Cette pétition, qui porte sur l'arrêt des essais nucléaires, est signée par plus de 9000 scientifiques et dépassera les 11 000 quelques temps plus tard. La photographie, c'est de l'année précédente, 1957. Elle montre la préparation de cette pétition. C'est pas facile à l'époque, vous voyez, ils manipulent des fichiers, etc. Ils travaillent à la préparation et à la diffusion de cette pétition. 20 février 1958, la station de télévision publique de San Francisco diffuse un débat entre Linus Pauling, que l'on voit ici, à gauche, et l'autre, vous l'avez peut-être reconnu, j'en ai parlé abondamment la dernière fois, c'est Edward Teller. Edward Teller, c'est le physicien défenseur de la bombe H et du développement des armements nucléaires. C'est d'origine hongroise, mais sur le sol américain. Donc il y a un débat télévisé. Ensuite, ce débat est publié sous forme de livre, et je vous traduis le titre, Retombées et désarmement. Première quinzaine d'avril, toujours, semestre 58. Linus Pauling participe à la deuxième conférence Pugwash. Le 11 mai, il est invité à Meet the Press, rencontre avec la presse, une émission de télévision populaire. Alors là, c'est difficile. Le journaliste l'attaque, mais comme le font les journalistes américains quelquefois. Il l'attaque, il lui dit que toutes ces actions que mène Linus Pauling favorisent la pénétration du communisme sur le sol américain. Et Linus Pauling se défend, je pourrais vous citer, si vous voulez, quelques passages de cette émission de télévision. En mai, Linus Pauling publie son livre No More War. Alors,
qu'on peut traduire par pas plus de guerre ou tout simplement plus la guerre. Il utilise son image de scientifique, comme je vous l'ai dit, on le voit sur la couverture, on le voit avec des molécules, là. Puis on n'arrive pas à lire le sous-titre, hein, je vous le traduis. Un scientifique récompensé par un prix Nobel discute des questions les plus cruciales d'aujourd'hui, les essais nucléaires et la guerre nucléaire. Voilà pour un semestre de Linus Pauling, qui, je vous rappelle, fait quand même des recherches scientifiques. Deuxième exemple, deuxième court exemple, nous sommes alors cette fois-ci à Washington, le 29 avril 1962. Petite manifestation, mais qui reste quand même 2 jours. Vous connaissez Linus Pauling au premier plan, avec son écriteau, Monsieur Kennedy, Monsieur Macmillan. Alors Monsieur Macmillan, c'est le Premier ministre britannique de l'époque. Hein. Nous n'avons pas le droit de tester. Donc ils font ça pendant 2 jours. Mais ils sont aussi... Alors pourquoi je vous ai pris cet exemple? Parce que le 29 avril 1962, ils sont invités, non pas à faire une manifestation, mais à rentrer dans la Maison-Blanche. Alors non pas pour discuter des problèmes, c'est parce que le 29 avril 1962, ils sont invités par le président Kennedy à un dîner de gala en l'honneur des prix Nobel américains, nord-américains de manière générale. Et ils y vont. Donc, dans la journée, ils protestent et le soir, vous voyez, alors là, on peut reconnaître, je ne sais pas, vous reconnaissez bien Kennedy, hein, il est en conversation, alors moi je ne le connaissais pas bien, hein, pour ceux qui connaissent, hein, c'est Pearl Buck. C'est la lauréate du prix Nobel de littérature 1938. À droite, vous avez un poète américain. Bon, Kennedy, paraît-il, hein, reçoit assez bien Linus Pauling, mais en fait, il voulait sans doute pas trop mentionner le côté médiatique, parce que cette réunion, en fait, elle est là à la gloire de la science et des arts des États-Unis. Donc, le petit incident qui avait lieu avant, mais qui est repris dans les journaux. Vous voyez comment Linus Pauling sait utiliser des événements pour parler des choses de contestation. Au-delà de l'anecdote, et je terminerai là-dessus, l'année 1962, il faut se rappeler que c'est sans doute, probablement, hein, je pense, l'année la plus dramatique du point de vue des armements nucléaires. Alors ce graphique présente le nombre annuel, donc vous avez les années ici, bon, j'ai arrêté en 66, mais ça continue, et en fonction de ces nombres d'années, vous avez vers le haut le nombre d'essais dans l'atmosphère, ce sont le nombre d'essais. Alors vers le haut, en positif, vous avez le nombre d'essais dans l'atmosphère, et vers le bas, compté dans l'autre sens, les essais souterrains. Donc évidemment, pour une année, si vous voulez avoir tous les essais, vous faites la somme des deux. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer sur... je vous donne les codes de couleurs, si vous ne les voyez pas bien, mais on les voit assez bien, je crois. Donc les Américains sont en bleu clair, les Soviétiques en bleu foncé, et les Britanniques en rose. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque immédiatement qu'il y a un trou. Hein. Dans les années 1959 et 1960, il n'y a pas d'essai nucléaire. Plus précisément, il n'y a pas d'essai nucléaire par ces 3 pays de fin octobre 1958 à fin août 1961, c'est-à-dire pendant près de 3 ans. Après de longues discussions, alors qu'est-ce qui s'était passé? Après de longues discussions, ces 3 pays avaient institué non pas un accord, un traité, mais une sorte de moratoire, mais ils ne parviennent pas à l'élaboration d'un véritable traité. Et en fait, ils décident d'eux-mêmes un peu de ne pas faire d'essais, mais ils continuent les développements des armes nucléaires, mais ils ne font plus d'essais. Changement en 1961, je ne sais pas si vous voyez, ça repart. Et ça repart très fort du côté soviétique des essais dans l'atmosphère. Le 1er septembre 1961, l'URSS reprend une campagne de 57 essais nucléaires. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'il faut faire attention à ces courbes parce qu'on ne donne pas la puissance des essais. Il y a des essais nucléaires qui sont de très faible puissance. Parfois, on en voit beaucoup. Ça peut descendre à quelques tonnes, hein, même quand c'est des petits essais. Mais dans ceux de 61, il y a la Tsar-bombe. La Tsar-bombe, c'est 50 mégatonnes, 2500 fois Hiroshima. Donc vous voyez, ça repart très très fort en 61. Bon, les États-Unis, ils recommencent aussi. Hein. Mi-septembre, alors eux, ils font des tests de faible puissance dans le Nevada. Alors, pourquoi de faible puissance? Parce que les États-Unis, contrairement à l'Union soviétique qui va faire la même chose après, ils sont dans la miniaturisation des bombes. C'est ce qui va se faire ensuite.
En 1962, c'est pour ça que je vous ai dit que l'année 62 est une année la plus dramatique, en 1962, le nombre d'essais atteindra son maximum. 190 essais nucléaires pendant l'année. 118 dans l'atmosphère. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente, hein, mais la guerre froide est repartie et elle va atteindre, alors peut-être 62, ça vous dit aussi quelque chose, hein, la crise des missiles de Cuba. 1962, octobre 1962, là c'est peut-être le maximum. On a frôlé la guerre nucléaire. Alors il y a non seulement les essais de 1962, mais il y a aussi la crise des missiles de Cuba. C'est vraiment une année terrible, 62, du point de vue des armes nucléaires. Autre remarque, qu'on peut voir tout de suite, hein, c'est pour ça que j'aime bien ce graphique avec les deux sens, c'est que vous pouvez remarquer qu'à partir de 1963, il n'y a plus d'essais dans l'atmosphère, sauf deux pays, la France et la Chine, hein, mais qui en font assez peu, mais qui font des essais dans l'atmosphère, qui sont les nouvelles puissances nucléaires, la France et la Chine. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que le seul à en avoir fait en 1960, c'est la France. Donc, arrêt des essais nucléaires dans l'atmosphère. En fait, après la crise de Cuba, hein, qui avait été terrible, il va y avoir une sorte de détente, enfin si on veut, mais quand même une détente. Des négociations sur les armes nucléaires reprennent entre l'URSS et les États-Unis et la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni. Elles ont conduit à un accord qui prendra la forme, alors cette fois-ci, d'un traité d'interdiction partielle des essais nucléaires. On envoie la signature officielle, Moscou en août et à Washington en octobre. Ce traité porte sur l'interdiction des essais nucléaires dans l'atmosphère, dans l'extra-atmosphère, c'est-à-dire à très haute altitude, au-delà de l'atmosphère, et dans l'eau. Il entrera en vigueur le 10 octobre 1963. Octobre 1963, c'est aussi une date assez importante, c'est la date courante où on annonce les prix Nobel. Le 10 octobre, ils ont peut-être choisi cette date, hein, c'est le jour de l'annonce des prix Nobel de la paix. Et celui de l'année 1962 n'avait pas été attribué. Alors bon, on peut comprendre un peu pourquoi l'année 62 est quand même terrible. Le règlement, je ne sais pas si vous connaissez le règlement du prix Nobel, on peut garder le prix Nobel pendant 1 an. Et s'il n'est pas attribué, ensuite il est supprimé pour cette année-là. C'est pour ça qu'il n'y a pas de prix Nobel, par exemple, pendant les guerres. Bon. Celui de 62 n'a pas été attribué, donc en 63, il est attribué à Linus Pauling. Bon, j'ai abordé seulement quelques exemples hein, des manifestations et actions contre l'armement nucléaire au début de la guerre froide. Le choc d'Hiroshima avait entraîné beaucoup de réflexions, d'écrits et de mouvements divers, bien au-delà du monde scientifique. Au sortir d'une terrible guerre mondiale, la bombe atomique ajoutait l'angoisse d'un avenir où la civilisation et une grande partie de l'humanité pouvaient disparaître, angoisse renforcée dans les années 1950 par la bombache et l'intensification des essais nucléaires. Quelle a été l'influence des personnes et des mouvements opposés aux armements nucléaires? Une question difficile. Sans doute importante, voire très importante, du côté de l'information, ça c'est certain. De la prise de conscience des conséquences dramatiques d'une éventuelle guerre, mais aussi des dangers des tests dans l'atmosphère. Les gens ne se rendaient pas forcément compte du caractère extrêmement dangereux des tests dans l'atmosphère. Leurs actions ont certainement contribué à la mise en place du traité partiel d'arrêt des essais nucléaires de 1963, même si cette décision est toujours restée très politique et gouvernée par les intérêts des dirigeants des USA et de l'URSS. Merci de votre attention.